Même aux États-Unis, d'ici la fin juillet, si ça continue comme ça, on n'aura plus de stock. En ce moment, on puise dans les réserves. Disons que ça amortit un peu le choc, pour ainsi dire. Mais, quand les stocks de pétrole seront épuisés, là on aura une vraie pénurie et les prix vont vraiment s'envoler. On sera sans doute de retour dans un super cycle des matières premières, avec toutes les matières premières qui montent, y compris le pétrole. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode de World Affairs in Context. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir à nouveau le Dr Steve Hanke. Le Dr Hanke est un économiste américain de renom, professeur à l'université Johns Hopkins et chercheur principal à l'Institut Mises. Dr Hanke, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un vrai plaisir de vous revoir et de vous avoir encore une fois parmi nous. Eh bien, moi aussi, je peux voir Lénon. C'est un plaisir. Commençons par la situation des marchés mondiaux de l'énergie. Depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le marché mondial de l'énergie est en plein bouleversement. Vous avez décrit cette guerre comme un choc massif sur l'offre à l'échelle de l'économie mondiale. Eh bien, cette semaine, il y a eu plusieurs nouvelles escalades dans le détroit d'Ormuz. Le 7 mai, les États-Unis ont mené des frappes contre l'Iran. L'Iran a riposté et il semble que d'autres escalades soient à prévoir. À quel point la crise actuelle, encore en cours, est-elle grave si on la compare par exemple au choc pétrolier des années 70? Eh bien, les chocs des années 70 étaient sérieux. Mais celui qu'on vit aujourd'hui est d'une autre nature. Et d'une certaine façon, il est encore plus grave. Parce que d'abord, dans les années 70, on a eu 1973, la guerre du Kippour. Et sur le plan politique, la décision avait été prise à ce moment-là de réduire l'approvisionnement en pétrole sur le marché international. C'est ce qui a provoqué, soi-disant, la crise pétrolière de 73. Et vous savez, on a eu le rationnement et tout ce qui allait avec. Puis en 1979, il y a eu la révolution en Iran et ça a provoqué une nouvelle crise pétrolière. Mais là encore, l'offre avait été réduite pour des raisons politiques. En d'autres termes, c'était une situation où, disons, on avait fermé le robinet pour des raisons décidées au niveau politique. Et ensuite, on l'a rouvert. La situation actuelle est un peu différente parce que, d'abord, l'arrêt, le choc, a été plus fort en termes d'ampleur, en termes de quantité de pétrole réellement coupé. Mais c'est d'une autre nature. Ce n'est pas politique au sens habituel, c'est vraiment physique parce que le détroit d'Ormuz a été fermé. Bon, ça, c'est peut-être temporaire, mais il y a eu beaucoup de destruction de capacités pétrolières dans la région du Golfe. Et ça, c'est concret. Donc les effets ne sont pas les mêmes. Et la possibilité que cet arrêt dure plus longtemps est aussi différente, plus physique, parce que vous avez parlé d'escalade. Si les choses s'enveniment, et c'est bien là le danger, si les États-Unis et Israël décident de monter d'un cran, il y aura une contre-attaque iranienne. Et les Iraniens, dans ce cas, détruiraient une grande partie des capacités de production physique dans le Golfe. Et on ne pourra pas le remettre en marche très rapidement, si tant est qu'on le puisse un jour. C'est ça la nature du problème. Les deux crises sont différentes. En fait, les trois crises sont différentes. Celles des années 70 étaient, disons, d'ordre politique. Elles ont été arrêtées pour des raisons politiques et on pouvait les relancer de la même manière. La situation actuelle, elle, implique des dégâts matériels déjà survenus. Et si on continue à monter les marches de l'escalade, on aura encore plus de dégâts physiques. Et ça, on ne peut pas le rétablir rapidement. C'est pour ça que la nature de cette crise est vraiment différente en réalité.
Disons que celle des années 70 était politique, alors que celle d'aujourd'hui a des caractéristiques physiques qui lui sont propres. C'est un point très important que la plupart des gens oublient d'ailleurs. Et si on regarde maintenant l'ampleur de ce qui est en train de se passer, Lena, on constate une perte de pétrole liée au choc qui traverse le Golfe. On parle d'environ 14 à 15 millions de barils par jour, quelque chose comme ça. Depuis le début de la guerre, le prix a augmenté, plus ou moins selon la qualité du pétrole et d'autres facteurs, d'environ 60 à 70%. Donc, on a eu une forte hausse des prix. Et quand les prix montent, on le sait, les courbes de demande sont orientées à la baisse. Autrement dit, quand le prix augmente, la quantité demandée diminue. Mais dans le cas du pétrole, à court terme, il n'y a pas beaucoup de substituts possibles. Ce qu'on appelle l'élasticité des prix, c'est-à-dire la sensibilité de la demande aux variations de prix, est en fait très faible. Du coup, on n'a eu qu'environ 2 millions de barils de pétrole de destruction de la demande. Le prix a augmenté, la quantité demandée a baissé, mais à peine. On dirait à peu près 2 millions de barils sur les 14 ou 15 millions qui ont été retirés du marché ont vraiment disparu de la demande. Ça laisse donc un énorme écart de l'ordre de 11 à 12 millions de barils. Et d'où vient ce pétrole maintenant? Eh bien, on le puise dans les stocks. Avant qu'on commence cette discussion, vous avez mentionné Jeff Curry, l'un des grands spécialistes du marché pétrolier. Curry a indiqué que même aux États-Unis, si la situation continue comme ça, d'ici la fin juillet, on aura épuisé les stocks. En ce moment, on est en train de puiser dans les stocks. Disons que ça amortit un peu le choc, pour ainsi dire. Mais quand les réserves de pétrole seront épuisées, là, on aura une vraie pénurie et les prix vont vraiment s'envoler. Et si on regarde les différentes régions, évidemment, elles s'épuisent à des rythmes différents parce qu'elles n'avaient pas les mêmes niveaux de stock. Dans la plupart des pays d'Asie, par exemple, ils sont quasiment à sec en ce moment. Ils connaissent toutes sortes de pénuries sur différents types de carburants qui étaient en réserve. Le kérosène, notamment, c'est celui où les manques se font le plus sentir. Et on le voit bien. Quand ce carburant vient à manquer, quand il n'y en a plus du tout, les compagnies aériennes doivent s'arrêter. Donc quand les stocks sont vides, là on subit un vrai choc. Absolument. Voilà un peu où on en est aujourd'hui. Dr. Hank, vous avez parlé de pénurie, et ça me fait tout de suite penser à la façon dont le gouvernement réagirait à une telle situation. Dans quelle mesure l'administration Trump est-elle prête à faire face à de vraies pénuries de carburant et pas seulement à une hausse des prix de l'essence? Eh bien, vu qu'ils n'ont anticipé aucune des conséquences de la guerre, je parierais qu'ils ne sont pas vraiment préparés. En fait, ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils n'ont pas réfléchi jusqu'au bout. S'ils avaient pris le temps de penser à toutes ces conséquences négatives, ils ne seraient jamais entrés en guerre. Ils n'ont pas compris que le cœur du problème, Lena, c'est que l'administration Trump n'a jamais réalisé que le détroit d'Ormuz allait être fermé et que les Iraniens allaient en prendre le contrôle. Et d'ailleurs, les Iraniens vont continuer à le contrôler. L'idée qu'ils ne contrôleraient pas le détroit, c'est tout simplement faux, non? Avant la guerre, le passage par le détroit doit être libre à Quoi qu'il arrive maintenant, ce ne sera plus vraiment libre. Le meilleur scénario, ce serait peut-être quelque chose comme l'accord de Montreux de 1936, qui permettait aux Turcs de gérer et de faire payer un droit de passage pour traverser les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Dans ce cas, la circulation continuerait,
mais il y aurait effectivement un péage. Peut-être que c'est là qu'on va finir par en arriver. À mon avis, ce serait sans doute la meilleure situation, parce que sinon, les Iraniens gardent toujours cette menace. Et maintenant, c'est clair qu'ils ont la capacité de fermer le détroit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des coûts d'assurance plus élevés, plus de risques, plus d'incertitudes, tout ça. Il faudrait donc parvenir à une sorte de convention, comme la Convention de Montreux, pour lever l'incertitude et réduire le risque. Ce serait l'idéal pendant cette période dite de 30 jours, dans laquelle ils entrent en ce moment, pour négocier une fin des hostilités dans le Golfe avec l'Iran. Ce serait pour moi la priorité absolue, parce que cela permettrait de réduire une partie du choc d'approvisionnement dont on parle depuis un moment. Pas complètement. Bien sûr, parce qu'il y a eu de vrais dégâts sur le plan de l'offre, des dégâts matériels, concrets, en ce moment même. On ne peut donc pas tout remettre en marche immédiatement, comme avant la guerre, parce que certaines choses ont été endommagées, et il faudra du temps pour les réparer correctement. Comment les banques centrales devraient-elles réagir face à un choc d'offres géopolitiques comme celui-ci? Parce qu'il semble que la politique des taux d'intérêt à elle seule ne suffirait pas vraiment à résoudre le problème. Non. Je pense que les banques centrales devraient en gros se concentrer sur une seule chose, surveiller la masse monétaire. Elles devraient viser un certain rythme de croissance de la masse monétaire et y prêter attention. Avant la guerre, elles ne le faisaient pas, et je ne pense pas qu'elles vont le faire maintenant, ni dans un avenir proche. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça crée beaucoup d'incertitudes. Si elles avaient suivi la théorie quantitative de la monnaie en agissant comme de bons monétaristes, le taux de croissance de la masse monétaire serait resté à peu près constant, un rythme compatible avec leurs objectifs d'inflation, quels qu'ils soient. Et dans ce cas, on n'aurait pas toute cette incertitude. Et vous ne seriez pas en train de me poser la question que vous me posez aujourd'hui. Vous avez dit, bon, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce qu'ils font en fait? On ne sait pas ce qu'ils font, parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Et pourquoi ils ne savent pas? Parce qu'ils dépendent des données. Ils regardent les chiffres qui sortent chaque jour, ils testent un peu le vent, et ils essaient de décider. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les taux d'intérêt? On les baisse? On les laisse comme ils sont? Et ainsi de suite. En ce moment, je pense que, heureusement, ils ne bougent pas trop. Ils restent un peu les bras croisés. Et c'est sans doute, du point de vue de la réduction de l'incertitude, la meilleure chose à faire. Parce que s'ils paniquaient et commençaient à tout changer brusquement à cause du choc d'offres, ça ne ferait qu'ajouter encore plus de confusion. Dr. Hank, parlons d'un des plus grands bouleversements récents sur les marchés de l'énergie. Depuis le 1er mai, les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP, invoquant les limites imposées à l'augmentation de leur production. Sommes-nous en train d'assister, pour ainsi dire, à l'effondrement de l'ancien ordre pétrolier et à l'émergence d'une toute nouvelle géopolitique de l'énergie? Dites-nous ce que vous pensez du départ des Émirats de l'OPEP, de ce que ça signifie réellement pour les marchés mondiaux de l'énergie et de la façon dont cet événement pourrait les transformer à l'avenir. Eh bien, le fait que les Émirats arabes unis quittent l'OPEP ne m'a pas surpris. J'ai été membre du Conseil consultatif financier des Émirats de 2008 à 2014. Et pendant ces années-là, j'ai beaucoup défendu et présenté mon modèle sur le taux de pompage optimal pour les réserves qu'ils avaient aux Émirats. Ce modèle du taux de pompage optimal repose sur plusieurs éléments qui suggèrent qu'ils devraient pomper davantage.
Le modèle que j'ai présenté, et dont j'ai longuement discuté avec eux, montrait clairement qu'ils devraient probablement pomper plus et non moins que ce qu'ils faisaient. La raison est simple. Si l'on anticipe que le prix réel du pétrole va baisser avec le temps, cela veut dire que la valeur qu'on obtiendra plus tard, en pompant plus tard, sera, en termes réels, c'est-à-dire corrigée de l'inflation, inférieure à la valeur de ces réserves si elles sont extraites et vendues maintenant. Donc l'idée, c'est de tirer les choses du futur vers le présent et de pomper davantage. Et ça, c'est devenu très évident dès que, disons, la révolution verte a commencé à prendre de l'ampleur et qu'on s'est éloigné des énergies fossiles. Souvenez-vous, il y a quelques années, tout le monde parlait de ça. On avait des conférences mondiales, des débats sur le réchauffement climatique, sur la nécessité de réduire l'usage des combustibles fossiles et de passer au vert, et ainsi de suite. Les Émirats arabes unis ont vraiment adhéré à cette idée, à cette transition. Et dans leur esprit, il est vite devenu clair que le vrai prix du pétrole serait plus bas dans le futur qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc selon leur logique de production, ça veut dire qu'ils veulent pomper davantage maintenant. Et il y a quelques années, ils ont annoncé une politique visant à maximiser la production actuelle. Mais le problème, comme vous l'avez dit, c'est qu'ils se sont heurtés à un obstacle avec l'OPEP et les quotas de l'OPEP qui les ont limités. Ils ne pouvaient pas produire autant qu'ils le voulaient. Donc ça, c'était un facteur en toile de fond. Ensuite, la guerre éclate. Et une fois la guerre commencée aux Émirats arabes unis, ils se rendent compte que leur capacité de production pourrait être détruite. Et si c'était le cas, disons que pour une raison ou une autre, on monte les marches de l'escalade dans la guerre avec l'Iran et que l'Iran riposte avec des drones et des missiles, détruisant la majeure partie de la capacité de production pétrolière des Émirats, eh bien, les Émirats ne peuvent plus rien produire à l'avenir. Du coup, la valeur de ces revenus futurs chute brutalement parce qu'ils ne peuvent plus produire. Même s'ils ont les réserves, ils ne peuvent pas les exploiter. Donc, ça les pousse à pomper davantage maintenant qu'avant. Ils ne veulent pas attendre. Ils veulent produire tout de suite, sortir le pétrole, avant qu'un drone ne vienne détruire leur capacité de production. Ces deux facteurs, la baisse anticipée du prix réel du pétrole et la guerre avec la menace de voir leurs installations détruites à l'avenir, incitent les Émirats arabes unis à produire encore plus aujourd'hui, plutôt que d'attendre pour le faire plus tard. Alors, au final, ils ont jeté l'éponge et déclaré « On quitte l'OPEP, on ne veut plus être limité par les quotas ». Voilà le modèle de pompage, voilà la logique économique. Mais il y a aussi un aspect politique. Les Émirats entretiennent une relation très tendue avec les Saoudiens. Et ce sont les Saoudiens qui décident vraiment. Ce sont eux qui dirigent l'OPEP, les Saoudiens. Ils l'ont toujours fait. Alors, quel est le problème entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite? D'abord, les Émirats sont fortement alliés à Israël. Les Saoudiens, eux, ne le sont pas. Ensuite, presque toutes les grandes initiatives de politique étrangère des Émirats sont rejetées par les Saoudiens. Par exemple, le Somaliland a été reconnu comme un État-nation il y a seulement quelques mois. Le premier pays à le reconnaître, c'était Israël, et le deuxième, les Émirats arabes unis. Les Saoudiens, eux, étaient contre. Au Yémen, ils sont dans des camps opposés dans la guerre civile. Les Émirats d'un côté, les Saoudiens de l'autre. Au Soudan, il y a aussi une guerre civile, une grande guerre civile. Là encore, les Émirats sont d'un côté et les Saoudiens de l'autre. Tout ça entre aussi en ligne de compte. Ça fait partie du contexte, en quelque sorte. Maintenant, pour répondre à votre question principale, qu'est-ce que ça veut dire pour l'OPEP? Eh bien, je pense que l'OPEP, dans une certaine mesure, c'est un peu une coquille vide depuis plusieurs années déjà.
Et je crois que ça va le rester, plus ou moins. On a d'ailleurs vu d'autres pays quitter l'OPEP au cours des 10 dernières années. Et on va simplement voir plus de production en dehors des contraintes et des quotas de l'OPEP, ce qui veut dire que l'organisation deviendra moins importante. Si on regarde d'ailleurs, avant la guerre, quand on examinait le marché du pétrole et les arguments pessimistes sur le pétrole, on voyait que la hausse prévue de la demande, donc avant la guerre, pouvait entièrement être couverte par des producteurs hors OPEP. Et puis si on regarde l'OPEP elle-même, ils ont encore pas mal de capacités excédentaires. Donc ça, c'était l'argument baissier. Mais maintenant d'ailleurs, je pense qu'au moins à court ou moyen terme, on a en réalité un scénario très haussier pour plusieurs des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. On en revient à Jeff Curry, qui est un grand expert sur le sujet. Curry, et je suis d'accord avec lui, estime qu'on va probablement revenir dans un super cycle des matières premières, avec toutes les matières premières en hausse, y compris le pétrole. Alors pourquoi la guerre a-t-elle amplifié, motivé ou attisé ce super cycle? Le super cycle, à la base, les fondamentaux étaient déjà en train de se mettre en place. Les prix des matières premières étaient faibles et ils allaient commencer à remonter. La guerre a tout changé, dans le sens où tout le monde comprend maintenant qu'il vaut mieux ne pas être à découvert sur les matières premières, parce qu'elles peuvent être coupées du jour au lendemain. On voit bien que l'hélium a été coupé, le pétrole a été coupé, les engrais aussi, tout ça à cause du détroit. Et puis quand on y réfléchit un peu plus, on se dit « Ah oui, les États-Unis ont toutes ces sanctions. Ils peuvent vous sanctionner, ils peuvent vous couper. Les États-Unis peuvent vous couper. » Donc, si on regarde toutes ces possibilités de rupture dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières, quelle conclusion en tirer? Eh bien, on veut accumuler des matières premières et se constituer un petit stock. Et ceux qui ont fait ça intelligemment, presque par hasard d'ailleurs, ce sont les Chinois. Les Chinois ont d'énormes réserves de pétrole, mais aussi d'autres matières premières. La raison de tout ça d'ailleurs, c'était un accident. Et ça remonte aux restrictions que les États-Unis ont imposées sur les exportations de puces vers Huawei. C'était il y a environ 8 ans. Les sanctions américaines ont coupé l'exportation de certains types de puces vers Huawei. Les Chinois en ont tiré la conclusion suivante. Si les États-Unis peuvent faire ça avec les puces, ils peuvent aussi le faire avec le pétrole ou avec d'autres matières premières. Donc, il vaut mieux faire des réserves. Il vaut mieux acheter du pétrole et le stocker. Il vaut mieux acheter des céréales et les stocker, et ainsi de suite. Résultat, les réserves de matières premières sont aujourd'hui très élevées en Chine. Et si les prix sont si élevés, c'est à cause des sanctions américaines imposées à Huawei il y a 8 ans. Toutes ces sanctions ont des répercussions. Elles se propagent, elles ont des effets. Et celui-ci en est un. Et je pense qu'avec la guerre, je suis d'accord avec Curry. Curry a dit, en gros, que tous les pays vont se retrouver dans la même situation. Personne ne voudra manquer de matières premières. Ce sera la conclusion politique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde va chercher à acheter davantage de matières premières pour constituer des stocks de précaution. Et ça veut dire quoi? C'est une question d'offre et de demande. Si la demande augmente, les prix montent. C'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a énormément d'exemples où la politique étrangère des États-Unis s'est retournée contre eux. Aujourd'hui, la Chine dispose d'un levier énorme grâce à ses réserves et elle n'est pas immédiatement touchée par les perturbations de l'approvisionnement en pétrole puisqu'elle a ses stocks et donc une certaine marge de manœuvre. Elle n'est pas obligée de suivre Trump,
ni de faire pression sur l'Iran pour qu'il accepte un accord que Téhéran juge injuste. Et il semble bien que, comme vous le disiez, s'éloigner des systèmes et des cadres contrôlés par les États-Unis pourrait devenir l'un des principaux moyens de protéger sa propre souveraineté. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut déjà observer aujourd'hui comme une conséquence de la guerre toujours en cours contre l'Iran. Pensez-vous que la sortie des Émirats arabes unis pourrait accélérer d'une manière significative le déclin du système du pétrodollar? Pas vraiment. Et la raison, c'est que je sais qu'on en parle beaucoup, qu'il y a tout un battage autour de ça. Mais la réalité, c'est que si vous vendez du pétrole, et le pétrole est pour l'essentiel coté en dollars, eh bien, vous recevez des dollars. La vraie question, c'est où place-t-on ces dollars? On les investit dans des actifs libellés en dollars. Parce que si on regarde les marchés boursiers mondiaux, par exemple, on voit que presque les 3/4, ou disons les 2/3, de la capitalisation internationale se trouvent dans des actions et des actifs libellés en dollars. Et c'est pareil pour les obligations. Donc en gros, il n'y a nulle part où se cacher. Il faut placer l'argent en dollars, parce que les marchés de capitaux, qu'il s'agisse des actions ou des obligations, sont entièrement dominés par des titres libellés en dollars. Donc, à mon avis, toute cette discussion sur le pétrodollar, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, pour être honnête. Il n'y a tout simplement pas d'alternative pour le moment. Peut-être qu'à la marge, sur les bords, il y a un petit mouvement, mais pas grand-chose. Et puis, vous évoquiez à la fin cette idée d'effet boomerang, en lien avec la politique américaine. Si on regarde justement la politique des États-Unis, les perceptions mondiales, favorables ou défavorables de différents pays, viennent d'être publiées. Et les États-Unis avaient autrefois, enfin c'était il y a 2 ans, la cote était de plus 22%. Le chiffre net, plus 22%. Donc une vision très positive des États-Unis. Aujourd'hui, ça a chuté et le chiffre est maintenant à moins 16%. Et la Russie, elle, est seulement à moins 11%. Autrement dit, les États-Unis sont derrière la Russie en termes de perception internationale entre favorables et défavorables. Les États-Unis sont perçus plus négativement que la Russie. Et maintenant, regardons la Chine. La Chine est à plus 7. Elle a donc une image positive. On a donc la Chine en positif, la Russie en négatif, et les États-Unis encore plus négatifs. Et ce sont les 3 grandes puissances. Le basculement se fait clairement vers la Chine. La Chine sort grande gagnante de toutes les activités et initiatives diplomatiques internationales en cours. Et même avec le conflit en Ukraine, la Russie se retrouve dans une meilleure position que les États-Unis. Et pourquoi? Parce que la Russie est engagée dans une guerre ouverte en Ukraine, alors que les États-Unis, eux, mènent une guerre douce contre tout le monde, à cause de 2 choses, les droits de douane et les sanctions. Ce sont des armes de guerre. Les droits de douane et les sanctions sont des armes de guerre. Quand on impose un droit de douane sur quelque chose, c'est contre quelqu'un. On s'oppose à lui. Évidemment, quand on impose des sanctions, c'est encore plus flagrant. Les gens reconnaissent les sanctions comme une arme de guerre. Les droits de douane, pas vraiment. Ils n'y pensent pas. Mais c'en est une. Les droits de douane, c'est négatif. C'est une attaque. Quand on impose un droit de douane à quelqu'un, on l'attaque. Absolument. Pensez-vous que les marchés financiers sous-estiment encore l'ampleur de la perturbation énergétique qui se déroule dans le Golfe? Au début de la guerre, je me souviens avoir vu des rapports et des prévisions disant que le baril de pétrole allait atteindre $200. On n'en est pas encore là. Alors, est-ce que les marchés continuent d'une certaine façon à sous-estimer la situation en pensant qu'il ne s'agit que d'un choc temporaire plutôt que d'un effet durable?
temporary shock versus a long-term effect? Well, yes, I think they are, and I think Oui, je pense que c'est le cas. Mais tout dépend de quel marché on parle. Le marché obligataire, lui, a effectivement chuté et a réagi négativement à la guerre. Oui, le marché obligataire a baissé. En revanche, le marché des actions, non. Peu importe les nouvelles, il monte. Si les nouvelles sont bonnes, il monte. Si elles sont mauvaises, il monte aussi. Et clairement, le marché des actions est en zone de bulle. On le voit bien parce que le rendement des obligations est aujourd'hui plus élevé que celui des actions, ce qui est très inhabituel. Il est environ 90 points de base plus haut. Donc depuis un moment déjà, mon indicateur de bulle me dit qu'on est en territoire de bulle. Mais il y a d'autres signaux, d'autres façons d'analyser si le marché boursier est en bulle ou, disons, surévalué. Et ces rendements montrent clairement que c'est une situation très rare d'avoir un rendement obligataire supérieur à celui des actions. Et c'est exactement ce qu'on observe en ce moment, avec un écart d'environ 90 points de base, ce qui est assez élevé. and that's occurring right now, and the spread's like 90 basis points, which is pretty high. Dr. Henke, I know that people listen Docteur to Hank, je this sais que les gens qui and nous they écoutent probably se want to demandent know, sûrement, well, how is this mais going to concrètement, affect qu'est-ce que ça va me? changer pour moi? What should Qu'est-ce I que je dois expect a couple attendre months dans from les now prochains if mois this war si cette guerre continues, which continue? Et tout it indique appears qu'elle est that loin d'être it's terminée. nowhere close to being Alors, comment being les over. consommateurs So ordinaires, how are ici aux ordinary États-Unis, consumers here in the vont-ils United ressentir States les effets de ce likely to conflit, feel the disons, effects d'ici of 3 à this 6 mois? conflict, let's say over the next 3 to 6 months? Well, the next 3 to 6 months, I mean, one Eh bien, dans les 3 à 6 prochains mois, disons-le clairement, à la pompe à essence, vous n'allez pas voir beaucoup d'amélioration. En ce moment, le prix moyen de l'essence est un peu en dessous de 5 $ le gallon aux États-Unis. Et je m'attends à ce que d'ici l'été, il dépasse les 5 $. C'est déjà un indicateur. Mais il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte à propos du pétrole. On ne peut pas remplacer le pétrole physique qui n'a jamais été livré, ni compenser la baisse de nos stocks. La seule façon de remplir à nouveau les réservoirs, c'est d'y remettre concrètement du pétrole, celui qu'on a déjà puisé. Et tout ça a des conséquences. Les déplacements vont coûter plus cher. Si vous voulez un billet d'avion, et si vous trouvez un vol, vous allez le payer plus cher. If you can find a flight, you're going to pay more for it. As I said, gasoline, your electric bill. Comme je l'ai dit, l'essence, votre facture d'électricité, tout ça va augmenter. Et les produits pétrochimiques aussi. Le pétrole brut qui arrive sert à fabriquer toutes sortes de choses. Et tout ce qui est fait à partir de produits pétrochimiques va coûter plus cher. Et souvenez-vous des matières premières, des supercycles. Ça veut dire que toutes les matières premières utilisées au début du processus de fabrication vont devenir plus chères. Et si on regarde déjà maintenant? D'ailleurs, si vous regardez des choses comme l'acier, il a augmenté d'environ 16% depuis le début de l'année. C'est une hausse importante. Le ferrovanadium, plus 90%. Le molybdène, plus 25%. Le lithium, plus 39%. L'hydroxyde de lithium, plus 49%. Et le spodumène de lithium, plus 52%. 39%. Lithium hydroxide up 49%. Lithium spodumene up 52%. Tantalum up 133%. Le tantal a augmenté de 133%. Le niobium, de 28%. L'aluminium, de 22%. Le cuivre n'a pris qu'environ 5%, mais il va encore monter. Donc toutes ces matières premières vont continuer à grimper à cause du supercycle. Et tout ça finit par se répercuter sur les produits finis que vous achetez ou que vous fabriquez. Prenons un exemple simple. Vous achetez une casserole en cuivre pour cuisiner. Eh bien, elle va coûter plus cher. En fait, toutes sortes de choses, pratiquement tout ce que vous possédez, presque chaque objet physique que vous touchez, sont liés à une matière première. Et tout ça, ça va coûter plus cher. Obviously related to some commodity, and it's going to cost more. Et ce qui est inquiétant, c'est que la guerre n'est pas encore terminée.
On ne sait pas encore ce qui va se passer ensuite, ni jusqu'où les prix du pétrole pourraient monter. Dr. Hagi. Dr. Henke, Absolutely. So I think we will Absolument. Je pense qu'on va continuer à voir des hausses dans les prix des matières premières, y compris le pétrole. Je ne crois pas qu'on ait encore vu la dernière flambée du prix du pétrole qui va nous toucher, parce que ça arrivera quand les stocks dans les réservoirs seront épuisés. Et ils ne s'épuisent pas tous au même moment, ni aux mêmes endroits. Les États-Unis, comme on l'a indiqué, seront plutôt en retard dans ce processus, peut-être vers le mois de juillet. Mais d'autres régions vont se retrouver à court bien plus vite que les États-Unis. will run out much more rapidly than the U.S. Dr. Henke, thank you so much for Dr. joining Hank, us merci today beaucoup and d'avoir being so été avec nous generous aujourd'hui with your et time. d'avoir pris le temps de nous This parler. was an absolute C'était une conversation vraiment passionnante et j'espère que nos téléspectateurs en auront beaucoup appris. Je vous souhaite une excellente fin de journée et comme toujours, j'ai hâte de vous retrouver à nouveau dans l'émission. Eh bien, ravi d'être avec toi, Léna. Passe un excellent week-end. Merci. Thank you. Merci, à vous aussi. Well.